c'est un métier que je laisserai à personne d'autre, parce que simplement c'est une garantie contre la routine, parce que simplement on travaille au profit des gens et c'est extrêmement gratifiant. Ce qui est bien, c'est que chaque journée n'est pas classique, puisque le matin quand on arrive, on ne sait pas, et c'est ce qui est intéressant à mon goût, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va être une journée dense? Est-ce que ça va être une journée avec un peu plus de tâches administratives parce qu'elles font aussi partie de notre quotidien? Ou alors est-ce que ça va être une journée avec des secours qui s'enchaînent? La base est un endroit, une zone de vie où les médecins sont un petit peu en admiration devant les pilotes, qui pilotent donc des machines magiques et magnifiques. Et à l'inverse, les pilotes, dans une certaine mesure, à les entendre, sont un peu en admiration devant nous avec cette image de médecin qui, entre guillemets, sauve des vies. Et ça crée une émulation qui est très forte et qui n'existe pas à l'hôpital Intramuros, où tous les soignants, finalement, œuvrent dans le même but. À la base, nous sommes 4 pilotes, 4 mécaniciens et une vingtaine de médecins. C'est une petite équipe, comme une petite famille. On se connaît tous très bien et c'est également là une des clés du succès de nos missions, de bien se connaître. Je pense qu'il y a deux sphères, deux domaines différents, le domaine technique aéronautique et le domaine médical, et la connaissance mutuelle des impératifs de chacun est primordiale. Les uns vont dépendre des autres. Une mission ne peut pas arriver à son terme si chacun n'a pas fait son travail en tenant compte du travail de son collègue. Allez, Samu le dragon. Hop, ça se prend le transport de la montre. Hop, voilà, Nous, le but, c'est d'aller au plus vite et au mieux, de la façon la plus efficace, auprès de la personne qui a besoin. C'est d'emmener le médecin ou le réanimateur, le vecteur médical au plus près de l'endroit où il y en a besoin. Voilà, oui, 0, 400, mode Barcata, pression plancher, tout bon, sonde, chantier, oh le phare, oui, PR, oui, PG, oui. Le corps médical est prêt? Et c'est bon dans le cargo. On est paré décollage, Dragon 67. Dragon 67, autorisé décollage, piste 05, vent 020 degrés, 5 nœuds. Pour sa réunion, on estime 15 minutes. Oui, un peu 39. Oui, bien reçu pour Samu, Dragon sur zone dans 16 minutes. Être médecin sur un hélico sanitaire, c'est savoir prendre des décisions rapidement, faire les bons choix au bon moment, sans forcément engager toujours des moyens médico-techniques très lourds. Alors il est dans le coin. Duel à gauche pour vous, à gauche. À gauche. À gauche pour vous, parfait, très bien, tout droit pour vous. Je me souviens d'une mission en particulier où 2 personnes étaient impliquées dans un accident de voiture. Une victime qui, tant qu'elle n'était pas désincarcérée, elle parlait, elle paraissait bien. Et je m'en souviens puisque cette personne, qui était consciente, prise en charge par l'autre médecin, une fois désincarcérée, donc elle était en position assise, on l'a mis en position allongée, et à ce moment-là, elle a perdu connaissance, elle a été mise dans le VSAV, ils n'ont jamais pu la réanimer. Cette personne est décédée. Notre victime, qui paraissait pourtant bien plus touchée, on l'a pris en charge, donc bien sûr dans Dragon, on l'a menée à l'hôpital et elle s'en est sortie. Donc quand on rentre à la sécurité civile, on n'est pas forcément préparé à la mort, à une mort aussi fréquente qu'on puisse la rencontrer. Pour ma part, c'est toujours un moment difficile. On finit un petit peu par se détacher, mais ça reste toujours douloureux quand c'est des enfants ou effectivement quand c'est des personnes à domicile avec la famille qui est présente. J'ai des souvenirs d'ambiance, des cris de maman qui arrivent et qui s'aperçoivent que leur enfant est dans la voiture. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est des ambiances, on perçoit les ambiances. On ne peut pas s'empêcher de se projeter sur sa propre famille lorsqu'on a nous-mêmes des enfants. Et c'est vrai que quelquefois, ça ajoute à la difficulté de la mission de se dire mais si c'était le mien, comment est-ce que je ferais, comment est-ce que je l'appréhenderais? Bien sûr, ça peut être parfois une inflammation des petits nerfs qui sont sous choc. La mission, elle tombe véritablement. Donc la parade pour la percevoir de façon correcte et la prévoir de façon correcte, et tout ça dans un laps de temps très court, c'est véritablement le filtre du calme.
Amener un médecin, une équipe médicale en treuillage, c'est intervenir dans des conditions, dans un milieu périlleux. On peut très souvent dans une pente, très souvent au milieu des arbres. Et puis le secours est quasi exclusivement aérien dans ce cas précis. Donc on va littéralement être déposé ou tomber à proximité de la victime. Si on treuille, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est véritablement le dernier mode opératoire pour sauver la victime. Dans la symbiose avec le mécanicien opérateur de bord, c'est véritablement une danse à deux, et où la précision et l'harmonie permettent d'améliorer la qualité et la rapidité du treuillage. Et le crochet est libre, il fait le geste, le cran remonte, dégagez des obstacles, décollage. Décollage dans l'axe, inférieur à 69. Le mécanicien opérateur de bord est les yeux du pilote. C'est lui qui voit où se trouve la cible sous l'appareil, et en quelque sorte, c'est lui qui téléguide l'hélicoptère par l'intermédiaire du pilote. Le regard des patients, le regard du MOB, le regard du médecin, c'est une composante un petit peu particulière du treuillage dans la mesure où la communication orale est très difficile, voire inexistante. On essaye toujours de faire un petit geste pour essayer de la réconforter une fois qu'elle est rentrée dans la machine. Quand on a récupéré le dernier secouriste et qu'on ferme la porte, il y a un moment de soulagement et de récupération parce qu'on a eu un moment de stress, disons, pendant le treuillage. Et donc là, on peut se soulager et vérifier qu'on a bien secouru la victime qui est à bord et que tout le monde soit vivant et que tout s'est bien passé pour pouvoir aller directement à l'hôpital. Les dangers du vol de nuit, ce sont les obstacles, c'est la météo et les obstacles. Donc pour nous, ce qui est important, c'est les trajectoires, c'est la précision des trajectoires et des hauteurs. Et c'est lorsqu'on arrive sur le lieu de l'accident, c'est le travail de recherche de l'environnement dangereux, les lignes, les choses qui peuvent voler, la nature du sol. Et tout ça, c'est un travail en équipage qu'on fait sous jumelles de vision nocturne. Depuis quelques années, on a ces jumelles de vision nocturne qui nous permettent la nuit de voir, pas tout à fait comme en plein jour, mais de voir suffisamment pour faire tout ce qu'on ferait en plein jour avec l'hélicoptère. Le brouillard, les nuages bas, la neige forte, le vent très fort dans le relief sont actuellement nos principales limites dans ce métier-là et non plus la nuit. La nuit, on sait faire, on est équipé de moyens spéciaux pour ça. Chef de groupe Shermack, le Dragon 67, on passe Foudé et on souhaiterait un point météo sur votre position. Olivier, t'as compris la météo, si tu peux ne pas traîner? J'ai bien pris, ouais, pas de soucis, je fais pour le mieux. Hein. Ouais. Je me souviens d'un jour d'hiver où on avait réussi à décoller pour voler au secours d'un patient jeune en arrêt cardiaque et où la météo ne nous a hélas pas permis d'atterrir puisqu'on n'a jamais trouvé de trouée dans les nuages pour voler à son secours et c'était particulièrement frustrant pour tout l'équipage d'être à la verticale de ce patient, de savoir qu'il avait besoin de nous et de ne pas pouvoir atterrir. Le plus frustrant pour nous, c'est d'être obligé de faire demi-tour, de ne pas amener notre médecin auprès de la victime à cause d'une météo qui se dégrade et d'être obligé des fois de contourner des reliefs, d'essayer par des fonds de vallée, se dire en final non, on n'arrivera pas au bout. Le plus important quand même, c'est de ne pas mettre la vie de 3 membres d'équipage en danger pour aller sauver une personne, sachant qu'on n'est pas sûr d'arriver au bout, on va essayer de ramener notre personnel à la base de départ. J'aime aider les gens avec le vol.
Voilà. Je crois que c'est un outil pour aller vers les gens qui est idéal, en tout cas pour moi. L'hélicoptère est l'outil idéal pour aller vers les gens. Et je pense même, et je dois avouer, que j'aurais peut-être pas la même facilité avec un autre outil. Rentrer le soir en se disant qu'on a probablement aidé à secourir une personne, ça c'est la raison pour laquelle on continue à aller avec autant d'entrain, de faire notre travail, et malgré les années passées, on a toujours la même motivation. Une victime où on peut encore faire quelque chose, j'ai envie vraiment d'aller vite, de faire bien mon travail, d'optimiser tout ce que je peux. Très honnêtement, c'est pas difficile de venir travailler. C'est pas difficile de venir travailler, et quand on allume les lumières du hangar et qu'on voit notre C-145 devant nous, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance parce que, avant tout, on aime voler. Je ne crois pas qu'on puisse faire ce métier si on n'aime pas voler. Et pouvoir faire du secours en volant, c'est quasiment un rêve. C'est en tout cas un rêve d'enfant et véritable. J'ai pas vraiment l'impression de venir travailler. Voilà, je viens d'abord exercer une passion. Pouvoir aller à 240 km/h vers des gens qui en ont besoin, c'est tout de même formidable. Ça rend le moyen incroyable. On aime ça, quoi. C'est un beau métier. Et servir dans la sécurité civile, c'est véritablement un honneur quotidien et une fierté quotidienne.